Le derby le plus chaud de l'année arrive ce week-end. DAZN se barre avec la Ligue 1, le conflit continue et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle semaine de Ligue 1, la 30e journée, ça y est, il nous reste 5 journées avant la fin de cette saison 2024-2025 qui est jonchée de rebondissements, de surprises et de déceptions. Je suis accompagné de Melvin, qui n'était pas la semaine dernière mais qui est de retour, j'espère qu'il va bien, il revient pour le derby le plus chaud de France et pour DAZN qui se barre, c'est merveilleux. Bah écoute, comme la semaine dernière, moi, mon écran était écran noir, un peu comme DAZN à la fin de saison. Voilà, ouais, c'était annoncé même juste Oui. au moment où ils ont signé, hein, clairement, hein, puisque vu que c'était du grand n'importe quoi. Et voilà, notre bonne vieille Ligue 1, on va essayer d'en profiter avant de. On ne sait pas où la retrouver l'année prochaine. Voilà. Est-ce que ça sera sur la nouvelle chaîne de West France, chez Riven 5 peut-être, Chez nous, voilà. peut-être. Pour la Voilà, causerie, on on diffuse, sait oui. jamais, on est prêt. Un euro symbolique, l'offre est sur la table. Nous, on a suivi toute la saison, on adore la Ligue 1. Si vous voulez, on peut la diffuser, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Voilà, franchement, on vous diffuse ce que vous voulez. Voilà, ouais, DAZN qui se barre, c'est la petite info qui est tombée juste avant qu'on débute la vidéo. Alors, je vous affiche le programme de cette 30e journée, mais je vous affiche surtout l'article. Le collège de L1 et le conseil d'administration de la LFP optent pour une rupture de contrat avec DAZN en fin de saison. La Ligue, la LFP a demandé 140 millions d'euros à DAZN pour la rupture de contrat, suivi, je crois, d'un petit pesos en plus, de petit quelque chose en plus. Donc c'est vraiment quelque chose. DAZN a refusé, évidemment, ça me semble totalement logique. Donc on va partir sur une nouvelle bataille médiatique, il faut que je retrouve. Voilà, le tweet notamment de RMC Sport qui nous informe que DAZN refuse la proposition transmise par le médiateur. Donc voilà, on est sur un feuilleton bagarre. C'est ce qui va animer malheureusement l'extra sportif français. Comme le dit très bien David Guzman, on rappelle que les droits de télé représentent en moyenne pour un club de Ligue 1 30% des chiffres d'affaires, sachant que bah, évidemment le pourcentage des gros clubs qui génèrent beaucoup d'argent, comme le PSG par exemple, font baisser la moyenne, mais pour les petits clubs qui viennent de monter, etc., ça représente parfois plus que 30% des revenus. Donc, pour expliquer à quel point c'est un peu la merde. Voilà, donc on est toujours bien. Là, l'épisode d'Azone, c'est pire que Mediapro, je pense. Oui, alors pire, je ne sais Je pas, sais pas. parce que Mediapro, c'était vraiment un cataclysme en plein cours de la saison. Mais en fait, c'était annoncé. En fait, on se doutait bien qu'on allait revoir un nouveau feuilleton dramatique pour le football français cet été. C'est parti, c'est le cas. On voit pas, je vais pas charger totalement la ligue. Je trouve que aussi le diffuseur DAZN a fait des erreurs stratégiques majeures. La communication avant le début de saison avec un prix qui était trop élevé et un petit peu d'arrogance ont fait que bah, tout de suite, tu avais une image qui était pas bonne. Et même si tu as tenté un milliard de coups de communication, cette image, en soi, tu l'as pas rattrapée. Et ouais, le résultat, c'est que le DAZN n'a pas le nombre d'abonnés et la Ligue se retrouve à chercher un nouveau diffuseur. Maintenant, trouver de solution, ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une bonne solution et ça sera la solution la moins pire, encore une fois, à l'histoire du football français. Mais bon, vu que le président de la LFP, voilà, apparemment un bilan extraordinaire, continue comme ça. Et ben, comme il a dit, personne n'aurait pu faire mieux. Et ben c'est clair. Bravo, monsieur Labrune, et bravo au président de la Ligue 1 qui ont foncé tête baissée dans cette offre un peu foireuse. Bon, bref, on va parler sportif parce que c'est quand même vachement plus intéressant, sachant qu'on a une fin de championnat extrêmement intéressante à tous les étages, sauf tout en haut, parce que le Paris Saint-Germain est déjà champion. Je vous affiche le classement juste avant le début de cette 30e journée de Ligue 1. Le PSG leader n'a pas joué ce week-end puisqu'ils étaient de repos. Le match contre le FC Nantes est décalé au 22 avril, donc c'est milieu de semaine prochaine. Le PSG joue ce soir en Ligue des Champions, le match retour du côté de Aston Villa de Villa Park pour le quart de finale retour de LDC. Monaco est le nouveau dauphin de Ligue 1 devant l'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais 4e, Lille 5, Strasbourg 6, Nice a chuté à la 7e place. Et dans la zone rouge, Montpellier est quasiment condamné. Non, c'est officiellement Montpellier est condamné. Saint-Etienne est 17e à 3 points de retard du Havre barragiste qui compte lui-même 2 points de retard sur le Stade de Reims et 3 sur le SCO d'Angers et le FC Nantes qui sont globalement les équipes concernées pour la lutte pour le maintien. Voilà. Alors le programme, on va y aller tout de suite et on commence par un derby breton.
parce qu'au moins on a un très beau derby pour conclure, mais on a un très beau derby pour ouvrir, ce Rennes FC Nantes, qui peut promettre un petit peu de choses sympathiques. Alors Nantes n'a pas joué, donc pour le coup j'ai rien à dire sur Nantes de ce week-end, puisqu'il n'a pas eu de match. Par contre Rennes, lui, a joué. Le Stade Rennais a joué ce week-end, et je vais vous afficher tout de suite le petit résultat du Stade Rennais avec ce calendrier. Victoire large du côté du Havre, 5-1. C'est un résultat qui reflète pas forcément la physionomie du match, parce que Rennes a très vite mené. Je crois qu'au bout de 15 minutes, il y avait 3-0. C'est vraiment des erreurs individuelles havraises qui sont plombées tout seuls. Rennes en a profité, ils ont été tueurs, ils ont procédé en transition. Derrière, forcément, quand tu mènes 3-0 après d'un quart d'heure, c'est difficile de lire le match, parce que tu peux rester derrière tranquillement, procéder par contre, ralentir un peu le jeu, prendre ton temps. Et finalement, grosse victoire, confiance, 5 buts passés, offensivement ça régale. Kalimundo est un peu plus décisif, même si tu sors les pénaux, je crois, cette saison, il est même pas dans le top 10 ou 12 des meilleurs buteurs. Donc voilà, mais bon, la saison rennaise, on va dire, est terminée. Le maintien est validé, les vacances peuvent être emmenées, et puis voilà, on finit comme ça. Maintenant, c'est toujours plus sympa de gagner le derby, et je pense que le Roison Park va attendre une victoire ce week-end. Oui, Rennes devait avoir une réaction contre le Havre, ils l'ont eu, les Rennais. Ils ont sorti quand même un match, on va dire, pas costaud, parce que je trouvais que le Havre a été très faible, et Mathieu Gorgelin, on parlera quand ce sera le cas du Havre, a fait l'un des pires matchs de gardien de Ligue 1 que j'ai vu depuis de nombreuses années. Notez 1 dans l'équipe. Mais voilà, c'est une victoire qui... Voilà. Ouais, ça aurait pu être 0, ça aurait pas été choquant. Voilà, Rennes a gagné ce match, et là maintenant, c'est la fin de saison. Je pense que ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Rennes, c'est que les joueurs vont être concernés, parce que tu sais très bien que cet été, voilà, il va y avoir des choix faits par Habib Beye. Habib Beye va trancher déjà, je pense, en préparation de la saison prochaine. Peut-être que les joueurs seront quand même concernés, et qu'il n'y aura pas un dilettantisme jusqu'à la fin de saison. Donc j'ose en tout cas l'espérer. Et j'ai quand même envie de leur mettre la victoire contre un Nantes, qui est toujours aussi, voilà, toujours aussi imprévisible. On sent que c'est... En fait, ils sont à leur place, Nantes, hein. C'est ça qui est, Oui. qui est terrible. C'est que ça joue le maintien. Ils sont capables de faire des coups. Ils perdent contre le Havre, ils gagnent contre Nice. En fait, ils sont là pour faire des coups. Mais là, je les vois pas faire un coup contre Rennes. C'est une équipe qui est tellement irrégulière, qui a tellement de problèmes, que voilà, s'ils se maintiennent, ça sera déjà pas mal. Je pense que c'est l'objectif. Et voilà, la saison de Nantes, elle est quand même très, 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 très compliquée. Nantes qui est resté début avril sur une victoire à Nice, qui n'a pas joué évidemment ce week-end, et qui jouera 4 jours après contre le PSG. Alors, bon, voilà, sachant qu'après derrière, il y aura des adversaires pour le maintien, Angers, Montpellier notamment, même si Montpellier sera condamné, mais il faudra bien finir pour les Nantais pour éviter de se faire peur. Je vais te dire, Nantes gagnera le match quand il faudra le gagner. Et pour l'instant, il y a un petit match là qui est tout fin. Et moi, je joue le match nul parce que je me dis dans le derby, ils vont accrocher. Et peut-être qu'ils peuvent aller arracher un petit point un peu miraculeux. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire sur Nantes parce que ils n'ont pas joué ce week-end. Donc on verra ce que ça va donner ce week-end. Et on va enchaîner samedi sur ce PSG Le Havre. Bon, au vu des faiblesses et des largesses défensives havraises, il y a eu le week-end dernier face à Rennes. Je ne les vois pas faire un coup au Parc des Princes contre un PSG qui, certes, sortira d'un match de Ligue des Champions. Donc, qualification ou non, on ne sait pas encore. Mais on l'espère pour Paris que ça sera qualification. Donc, peut-être que Luis Enrique fait un petit peu tourner. Mais je ne vois pas le Havre. Malgré tout, ils ont produit de bonnes choses avec Vallon offensivement derrière. Mais bon, c'était déjà trop tard contre Rennes. Ils avaient déjà pris 3 pions dans la gueule dans le premier quart d'heure. Je ne les vois pas faire un exploit contre le PSG. Ouais, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, qui peut faire un exploit contre le PSG en Ligue 1? C'est une équipe qui franchement, est au-dessus, et même quand ils font un match, on va dire, ils sont pas là pendant 30 minutes. Il suffit qu'ils jouent 10-20 minutes à fond, et ils font exploser l'adversaire. J'ai l'impression que voilà, ce PSG est vraiment parti cette année pour être invaincu. On verra son résultat en Ligue des Champions. Mais voilà, encore une fois, je vais pas dire brillants le week-end dernier. Ils ont eu, enfin le week-end contre Angers. Mais en Ligue 1, il y a toujours ce petit truc qui fait que le PSG est au-dessus des autres. Voilà, il y a toujours ce petit moment où tu te dis, alors sur un match, par exemple contre Saint-Etienne, quand Saint-Etienne ouvre le score, tu te dis, ah, peut-être y avoir quelque chose. Et finalement, voilà, ils enclenchent la mécanique, et derrière, c'est un rouleau compresseur qui est trop fort pour toutes les équipes de cette Ligue 1. Et pour moi, ils vont être invaincus cette saison. Je les vois dérouler contre le Havre, quel que soit le résultat contre Aston Villa.
Euh, je pense qu'ils sont largement au-dessus et on a bien vu les Havrais contre Rennes que les problèmes défensifs étaient loin, très loin d'être réglés. Je suis d'accord, Le Havre est l'antépénultième défense de Ligue 1. Quand tu vois la gueule des défenses, là, les 3 dernières, c'est quand même une catastrophe en même pas 30 journées. C'est quand même un scandale. 62 buts encaissés par les Havrais en 29 matchs de Ligue 1. C'est 26 pour le PSG à titre de comparaison. Et offensivement, ben, on le sait, les Havrais ont quelques petits soucis. 32 buts marqués, c'est... Bon, voilà. Quand on voit l'attaque lensoise, quand même, il va falloir se poser des questions aussi de ce côté-là, mais on en parlera peut-être plus tard. Et bon, le niveau défensif de cette Ligue 1 pour les 3 équipes à la lutte pour le maintien, c'est quand même une catastrophe. Et le PSG devra en profiter parce que, bon, normalement, il devrait dérouler. On verra ce qui se passera, mais ça m'étonnerait qu'il se passe une bonne chose, malheureusement, pour les Havrais ce week-end. Monaco-Strasbourg, ça, c'est un match très attendu. C'est un match qui va être, à mon avis, très sympathique à suivre. C'est samedi 19h. Les Monégasques donc, qui reçoivent le Racing Club de Strasbourg. Monaco reste sur une large victoire contre l'Olympique de Marseille. Ils ont repris la 2e place du championnat aux Olympiens après les avoir cartonnés à domicile. Victoire 3-0 net et sans bavure contre un OM qui était fade à souhait, à Marseille qui était vraiment tristoun. Mais ça, on en parlera juste après. Et face à eux, c'est quand même une équipe strasbourgeoise qui va être toujours intéressant à suivre. Strasbourg qui est du coup 6ème de Ligue 1. J'essaie d'afficher le calendrier strasbourgeois, mais Transfermarkt ne veut pas mettre à jour. C'est bon, de partout contre Nice à domicile. Strasbourg n'a plus perdu depuis le 2 février, c'était à Rennes. Quand même une série intéressante. Maintenant, il faut gagner à Monaco et ça, c'est pas simple pour les Strasbourgeois, mais ça va être un match qui va vraiment être, je pense, un bon match à but. Oui, oui, parce que on a deux équipes qui jouent super bien au ballon. Strasbourg, franchement, c'est l'une des révélations de cette saison. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va, quoi, à Strasbourg. C'est dans le jeu, franchement, c'est très plaisant. Tu sens un groupe qui vit bien. Bon, t'as aussi le fait que la moyenne d'âge soit plutôt jeune, donc en soi, t'as pas de joueurs à l'écart, parce qu'ils ont à peu près tous la même mentalité. Mais c'est très bien fait ce qu'ils font cette saison. Et quand on voit la seconde partie de saison de Chelsea, en fait, des fois, on se demande si quand Bluco est loin d'un club, tout se passe bien, puisque Strasbourg, alors oui, il y a les prêts et il y a des vrais liens, contrairement à Nice. Mais entre guillemets, c'est bien géré, c'est géré à part. Et franchement, s'il se qualifie déjà pour une Coupe d'Europe, ça sera un chapeau bas pour Marc Keller, parce qu'il était vraiment sous pression, hein. Oui. Les sifflets des ultras contre ce rachat, ils se sont, on va dire, arrêtés que récemment. Donc c'est bien joué. Pour l'instant, c'est un rachat qui est bien effectif. Et j'ai envie de te dire que oui, Strasbourg est aujourd'hui un candidat à ce top 4. Est-ce que face à un Monaco, en fait, Monaco, le match contre l'OM est en fait un trompe-l'œil parce que l'OM va tellement mal et a tellement de problèmes que je sais pas, ce Monaco, en fait, pour moi, il doit être dans, comme je dis, la deuxième, troisième équipe du plateau. Mais quand tu vois des matchs qu'ils ont fait contre des concurrents, Lille, ils n'ont pas été bons. Brest, ils n'ont pas été bons non plus. T'as beaucoup de matchs où en fait Monaco alterne le yo-yo. Contrairement aux saisons passées, c'est pas un rouleau compresseur. Alors on va voir si contre Strasbourg ils sont capables d'enchaîner. Mais franchement, oui, Monaco doit, je pense, un petit peu vite se remettre au boulot parce que le top 4 n'est pas assuré. Et s'il n'y a pas de top 4, ça risque d'être très très compliqué au mercato parce qu'il y aura des grosses ventes. C'était un petit peu dans les clous en cas de non-qualification avec des champions. Et je pense qu'Adi Hutter sautera malgré sa prolongation de contrat. À voir ce qui va se passer à Monaco, qui sont souvent plombés par des erreurs individuelles défensives, notamment à Lille et à Brest. Qui sont les 2 dernières défaites de Monaco en Ligue 1, c'était pas... La question du gardien. Oui, toujours, hein. Mais ouais, c'est le problème, et c'est un problème qui a de longue date du côté de Monaco, malheureusement. Et c'est un problème qu'il va falloir régler rapidement. Strasbourg, ils ont des calendriers qui se ressemblent un petit peu les deux, hein, parce que tu as des adversaires directs encore à jouer, et tu as des adversaires pour le maintien. Notamment Saint-Etienne, qui est un adversaire commun pour ces 2 équipes pour la fin de saison. Donc c'est une fin de saison qui va se ressembler un petit peu, et j'ai envie d'aller jouer le coup Strasbourg. Malgré tout, j'ai quand même une stat à vous montrer, j'ai commencé à la montrer tout à l'heure. Strasbourg est la 2e équipe de Ligue 1 qui a perdu le plus de points après avoir mené au score. Derrière Nice, 19 points perdus par Strasbourg après avoir mené au score quand même. C'est à signaler, c'est à noter, ça pourrait compter en fin de saison. Je vais quand même jouer le coup Strasbourg. Bon, allez, je prends le risque. Ah, moi, je vais aller sur la victoire de Monaco. Je Allez, vois Monaco, je vais être un petit peu trop naïf, mais voilà. Je vois Monaco faire le coup. Monaco à domicile, ça pourrait le faire. Je pense qu'on aura un beau contingent de supporters strasbourgeois s'ils sont pas taillés de déplacement, mais ça,
Malheureusement, c'est pas dans nos cordes. Marseille, et ben voilà, un club malade, un club qui ne va pas bien, un club qui est sous pression et qui va devoir jouer contre un autre club qui est complètement malade et à l'arrêt, c'est le Montpellier Hérault de Zoumana Camara, récemment nommé, qui a eu son premier match la semaine dernière. J'ai trouvé quand même que contre Angers, Montpellier a montré de bien belles choses dans le jeu par rapport aux semaines auparavant. J'ai trouvé que Montpellier était quand même vachement plus en place, proposait plus de choses avec le ballon, avait le ballon déjà, et ça c'était rare pour le souligner. Ils sont plombés par des erreurs individuelles. Mais j'ai trouvé quand même que dans Montpellier qui montre un autre visage et bon, on verra ce qui va se passer sur le mercato, on verra ce qui va se passer en inter cet été, etc. Mais est-ce que Montpellier peut rebondir et s'offrir une fin de saison de Ligue 1 un peu plus tranquille pour aller préparer cette Ligue 2 la saison prochaine? Je ne sais pas. En attendant, ça reste, si on prend juste le concret et le résultat, une 10e défaite consécutive pour les Montpelliérains, qui n'ont plus gagné depuis le 26 janvier, c'était à Toulouse. Sauf que tu te déplaces du côté de Marseille, Marseille qui ne va pas bien, Marseille qui n'avance plus, on est sur 4 défaites en 5 matchs pour les Marseillais, seule victoire, seule lumière on va dire au tableau, c'est cette victoire face à Toulouse à domicile. Marseille est une des pires équipes à l'extérieur sur la phase retour cette saison, voilà. Sur la phase retour à l'extérieur, Marseille est dernier, voilà, tout simplement. C'est 10 points de moins que sur la phase aller. Donc c'est une catastrophe, mais là ils sont à domicile, donc ça va peut-être aller un peu mieux. Maintenant, est-ce que Marseille peut se faire piéger contre Montpellier? J'ai envie de te dire, pas déconnant, mais j'ai peur que ça implose le vestiaire Marseille ici. Et la loi marseillaise. C'est ça. Hein. Marseille est capable de relancer n'importe qui. Sur Montpellier, on peut parler déjà un peu de la nomination de Zoumana Camara. Je trouve que c'est pas un mauvais choix pour préparer la Ligue 2. C'est un coach qui, quand même, entre guillemets, a eu des bons échos à la formation du PSG. Je trouve qu'il a apporté, j'ai écouté sa conférence de presse, il a apporté un autre discours. Lui, il est déjà clairement dans la saison prochaine. Hein. Je pense que là, l'idée, c'est de voir à peu près quels hommes il peut amener de ce fiasco en Ligue 2. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Oui. Mais voilà, on verra la nomination. Sur Angers, le match, oui, tu perds parce que tu es lanterne rouge et que tu es un effectif trop faible pour la Ligue 1. On parlera aussi rapidement de l'après-match. Ferry-Nicolin qui montre qu'il y a vraiment Oui. quelque chose à faire parce que là, tu sens qu'il c'est même plus une fracture tellement que voilà, le lien est totalement rompu entre le groupe et le président. Donc, il faut vraiment repartir sur autre chose. Maintenant, cet équilibre plus que fragile face à Marseille, apparemment Marseille doit la gagner 4-5-0. Mais Normalement. ce Marseille-là, franchement, il est très inquiétant et on sent que la panique commence à monter à les étages. Et ce qui est quand même assez inquiétant, c'est de dire que tu as changé quasiment fondamentalement ton groupe de la saison dernière, mais tu retrouves les mêmes problèmes. Mais encore une fois, Problème un peu le mercato d'attitude. hivernal tue la saison de l'OM, encore une fois. Cette saison encore, hein, je trouve. Il est pas efficient, notamment défensivement. Aujourd'hui, je vais dire une bêtise. Hein. Est-ce que, par exemple, prêter Bamo Meïté à Montpellier, est-ce que tu l'aurais pas gardé quand tu prends Luis Felipe? Pas faux. Mais Est-ce que c'est blessure? est-ce qu'il a une clause Moïté? Est-ce qu'il pourrait... Chancelier Mbamba, mine de rien, je veux bien que tu t'ailles au bout, mais j'ai un Chancelier Mbamba qui Il fait pas tâche. quand Hein. même un défenseur qui est loin d'être déconnant. Quand tu vois l'état de la défense marseillaise, est-ce que franchement c'était une mauvaise chose aussi? Ah non, mais c'est une catastrophe. Et à l'image de joueurs qui ne marchent plus sur la phase retour, Mason Greenwood, voilà. Le match à Monaco, 0 duel gagné sur 6, 0 dribble réussi, 18 ballons perdus. Voilà, ça c'est un des images aussi. Luis Enrique, c'est pareil. Et tu sens qu'il y a des fractures quand t'entends en zone mix Adrien Rabiot qui te dit que il veut pas parler parce qu'il va dire des dingueries. Quand tu vois que derrière juste après le match, t'as des trucs qui sortent en mode t'as des joueurs, des cadres qui demandent à ce que certains joueurs soient mis à l'écart parce qu'ils matchent pas le truc. T'as l'impression que s'il y a mauvais résultat ce week-end, mais ça explose de tous les côtés à Marseille. Et ça peut péter fort. Hein. Il y a surtout le mercato d'été qui va être vite dans les têtes parce que moi je pense à un Adrien Rabiot. Il faut savoir qu'Adrien Rabiot, il y a un accord comme quoi si Rabiot veut se barrer cet été, il se barre. Je pense que vu l'état de la saison, en tout cas de la seconde partie de saison marseillaise, s'il n'y a pas Ligue des Champions en plus, je pense qu'Adrien Rabiot dit au revoir et il aura raison parce que le souci c'est qu'en fait tu es reparti avec un groupe mais tu as les mêmes problèmes de mentalité.
Là, il y a quand même des joueurs qui sont problématiques, hein. Greenwood, très clairement, Dans l'état d'esprit. oui, on a raison d'être sévère avec Greenwood parce que Greenwood a un talent phénoménal. Mais de ce qu'on voit sur le terrain dans cette seconde partie de saison, c'est calamiteux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est indigne d'une équipe qui prétend avec des champions. Aujourd'hui, Marseille, la seconde partie de saison, on dirait une équipe de milieu de tableau, voire pas de tableau à des moments. Et écoute, ben, je vais te montrer ça. On va prendre le classement de forme, on va prendre regarder la phase de retour. Mais c'est quand même un miracle qu'ils soient troisième avec les résultats qu'ils ont. Et tu sens que. Enfin, je veux dire, il n'y a que 2 points d'écart entre Strasbourg 6e et Marseille 3e. Donc en fait, il y a un monde où Marseille n'a peut-être même pas d'Europe à la fin de saison. Et si ça continue comme ça, si ça s'arrête pas, donc c'est une catastrophe. Je vais vous afficher le classement de forme. S'il veut bien charger, il arrive. Il est juste là, regardez. On va prendre de la 18e à... Non, de la 18e à la 29e journée. Donc là, donc ça sera toute la phase retour du classement. Marseille est actuellement 10e. C'est une équipe de milieu de tableau. Voilà. Donc ça corrobore avec ce que tu dis, c'est assez logique. Et ce rythme est quand même assez catastrophique quant à l'ambition de te qualifier en Coupe d'Europe. Bon, qu'est-ce qu'ils font ce week-end là? Putain, ça va être chiant à pronostiquer ça. Moi, je les vois gagner hein, parce que c'est Montpellier en face, mais J'espère. l'inverse Ah, l'inverse choquerait parce que Montpellier qui gagne cette saison, c'est rare, mais ça serait pas étonnant. j'ai envie de tenter le match nul, mais vraiment, mais enfin, normalement Marseille doit gagner 100 fois quoi. Mais je sais pas, Montpellier m'a quand même plu dans ce qu'ils ont montré face à Angers. Je me dis qu'ils vont y aller vraiment sans pression au Vélodrome et que je pense que Marseille va être très très attendu et que ce groupe-là, je sais pas s'ils peuvent la tenir cette pression-là, donc je me méfierai. Donc je joue le coup match nul, mais bon, voilà, c'est bon pour la forme, pour vivre pour les caméras. Bon, passons à la journée de dimanche. Lille-Auxerre, Auxerre qui a perdu face à l'OL dimanche dernier. Lille, de son côté, toujours en course pour cette Ligue des Champions, 50 points, 5e. Je vous affiche le classement juste là. Auxerre est 10e à 38 points. Auxerre n'a plus rien à jouer dans cette saison et ils ont fait une très très belle saison, les Auxerrois. Lille reste sur une victoire à Toulouse la semaine dernière. Avec, moi j'ai trouvé que c'était le parfait exemple, ce Lille-Toulouse, de en quoi un gardien est important dans une saison pour bonifier des résultats et aller chercher des points. Quand on voit Lucas Chevalier, encore une fois, décisif la semaine dernière, un Guillaume Rest qui est dans une saison très compliquée alors qu'il était blessé, etc. Mais la saison, elle est vraiment pas simple pour Guillaume Rest et Toulouse. On l'a dit, Toulouse, c'est une équipe qui n'est absolument pas efficace, mais ça en reviendra quand on parlera de Toulouse. Lille, de son côté, est allé chercher des points importants. Auxerre, bon, a plus grand chose à jouer, mais peut-être qu'ils voudront bien finir la saison. Moi, je vois bien Lille faire le coup ce week-end à domicile et prendre les points et mettre la pression sur les autres, quoi. Moi, je vois un match nul. Je vois un match nul parce que au-delà des défaites contre Lyon et Auxerre est quand même diminué depuis quelques semaines, ils sont quand même sur une très bonne dynamique. On souligne, voilà, on parlait de Strasbourg surprise. Auxerre aussi a fait une très très belle saison, a montré la voie à tous les promus qui monteront en Ligue 1, de comment en fait Bon il travail, suffit quoi. de juste être malin et de bien travailler pour avoir des chances de rester en Ligue 1. Ils le font très bien. Et je pense qu'ils sont capables d'aller accrocher un match contre Lille qui, tu sens qu'il est sur les rotules. Hein. Franchement, Ah, en ils fin de ont saison, on va joué leur faire du bien parce que là, 16 tu matchs, sens que quoi, de là, ils plus. tirent la langue. Ah, ils ont joué 16 matchs de plus, je crois. Que le reste, quoi, avec la Ligue des Champions, les barrages et tout. Ouais, pour Lille, c'est une saison qui est très très longue. Et attention à pas craquer sur la fin. Le calendrier lillois, en plus, c'est quoi? C'est Auxerre, Angers qui joue la survie. Marseille, ça va être très important. À Brest, c'est très chiant. Et réception de Reims dernière journée, en fonction de la situation du stade de Reims. Il va falloir se méfier. Donc, c'est pas un calendrier qui est très très simple pour le LOSC. Et on en parlera plus en détail quand on fera le bilan de fin de saison de ces dogs et de ces Auxerrois. Brest-Lens d'ailleurs, en parlant de Brest, eh ben c'est parti. Les Brestois peuvent encore croire à l'Europe. 8e, 44 points, à 6 points de Strasbourg, 6e. Est-ce que Brest peut aller chercher l'Europe? C'est la réponse. Face à eux, c'est le Racing Club de Lens. J'ai envie de dire, peut-être pour Lens, c'est peut-être la dernière chance d'accrocher l'Europe cette saison en 4 victoires. Et encore, ça me semble très compromis. On l'a dit tout à l'heure, Lens est une des pires attaques de Ligue 1. Le secteur offensif ne marche pas. Lens est dans les 5 pires attaques de Ligue 1. 32 buts marqués, 32 buts encaissés, c'est solide défensivement, ça ne marque pas. Quand tu compares les XG, ils sont à 44,9 XG. C'est même pas qu'ils ne marquent pas, c'est qu'ils sont absolument pas efficaces. Donc ça, c'est quand même gravissime du côté lensois pour pouvoir accrocher quoi que ce soit. Et je vois bien Brest, moi perso, faire le coup à domicile. Bah, Lens, le souci, c'est que on parlait de Mercato tout à l'heure de Marseille, c'est que Lens aussi, ils ont été amputés cet hiver avec des départs majeurs.
Et mine de rien, tu es encore en reconstruction et c'est même assez, je vais dire, utopique de se dire que Lens peut accrocher l'Europe vu toutes les pertes qu'ils ont eues cette saison. Déjà, une place dans le top 10, c'est déjà pas mal parce que ça montre que pour une saison de transition, t'es loin d'être cata. Et côté brestois, ils sont toujours là. Ils s'offrent une fin de saison à suspense. Voilà, bon, il y a eu quelques regrets contre Saint-Etienne, donc je pense que très clairement, ils ont lâché des points alors qu'ils auraient pu aller chercher des victoires qui auraient eu plutôt un beau bond au classement. Voilà, va falloir que Brest remporte ce type de match. Ils veulent accrocher une place européenne qui serait assez surprenante et qui montrerait le travail, là encore une fois, le très bon travail que fait ce club depuis désormais plus d'un an. Il faudra se méfier sur la fin de saison au niveau des cartons. Bizot sera normalement suspendu contre Marseille. Marseille qui est l'un des prochains adversaires du Stade Brestois, ce sera le 27 avril à 20h45. Mais il va falloir se méfier parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être sous le coup d'une suspension. Alors pas pour ce week-end, mais pour les week-ends suivants. Et ça pourrait coûter cher aux Brestois. Mais t'as tout dit sur Brest. On a tout dit sur Lens. J'ai sauté. T'as dit quoi? Victoire de Brest ou... Je vais aller chercher sur la victoire de Brest. Allez, ben on est deux sur la victoire de Brest et on va enchaîner sur le Nice-Angers qui va être ultra important dans les deux sens. Nice n'avance plus, Nice est à l'arrêt complet. Nice est vraiment dans une période très très compliquée et va recevoir un SCO d'Angers qui est en besoin de points parce qu'ils n'ont plus que 3 points d'avance sur Le Havre barragiste. Les Angevins, ils se sont donné un peu d'air ce week-end face à Montpellier. Et il va falloir continuer à prendre des points pour les Angevins parce que la fin de saison va être rude au vu du calendrier angevin. Que tu as encore Lille, Nantes, Strasbourg et Lyon à jouer, donc c'est quand même un calendrier très bourbier pour Angers. Et Nice n'avance plus, c'est peut-être l'adversaire le plus abordable. Nice n'a plus gagné depuis le 1er mars dernier, c'était à Saint-Etienne. Depuis, Nice n'avance plus. Voilà, encore accroché par Strasbourg ce week-end. Ouais, et là aussi, on parlait d'équipes qui tirent à langue. Nice tire à langue aussi. Oui. Tu sens que là, ça commence à être très très compliqué pour les Niçois. Au mental, ils sont allés chercher un point à Strasbourg, mais tu sens que ça fait plusieurs semaines que c'est à l'arrêt. Ta chance, c'est que là, t'affrontes Angers qui a quasiment plus rien à jouer et qui a, voilà, grâce à sa victoire contre Montpellier, s'est donné un peu d'air. Mais encore une fois, hein, moi, je vais aller sur un match nul parce que je trouve que Nice est en grosse difficulté. Et je me dis que Nice peut être un peu le dindon de la farce de cette course à Ouais. l'Europe, hein. Attention, il y a des bonnes nouvelles avec par exemple Franquès qui va rester. Mais tu sens qu'il y a le mercato aussi qui est un peu dans les têtes, parce que tu sens qu'il y aura un mercato assez actif, notamment dans le sens des départs. Et je pense que ça joue aussi sur cette fin de saison côté Aiglon. Je suis assez d'accord avec toi et je vais te suivre sur ce match nul là. Je pense qu'Angers a les qualités pour l'accrocher comme ils l'ont fait plutôt cette saison des gros. Et de toute façon, Angers a besoin encore de ces quelques points parce que 3 points d'avance sur le Havre barragiste. Si malheureusement, fin de saison, t'es barragiste, ça peut te mettre un peu plus sous pression. Et donc, il va falloir pour Angers aller choper ces quelques points pour aller se maintenir. Et le calendrier est pas simple derrière. Donc, tu te dis, quand tu vois la forme de Nice, c'est peut-être l'équipe la plus abordable entre guillemets de cette fin de saison. Des équipes qui ont encore quelque chose à jouer, c'est le cas du Stade de Reims qui est actuellement 15e, 29 points, 2 points d'avance sur Le Havre, 5 d'avance sur Saint-Etienne et qui reçoivent le Toulouse Football Club qui est animé cette semaine par une petite rumeur de rachat. Discussions ont été entamées entre Redbird et Worldgate Investment qui est basé à Dubaï. Selon l'équipe, un proche du dossier est même optimiste. Alors est-ce que Toulouse basculera dans une autre galaxie dans les prochaines saisons? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, voilà, Toulouse est quand même un club qui bosse bien quand tu vois, ça a l'air d'être stable et tout, donc ça a l'air quand même d'être un club qui vit pas au-dessus de ses moyens, qui est un club qui, on l'a dit, a des problèmes d'efficacité, et on le dit, on le répète chaque semaine, et ça se voit. Maintenant, est-ce que Toulouse a encore quelque chose à jouer dans cette saison? Non. Est-ce que le Stade de Reims peut accrocher quelque chose à Toulouse, enfin face à Toulouse? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense aussi. Côté Toulouse, on verra déjà si ça va au bout. Il faut dire que Toulouse est un petit peu en tout cas en autogestion depuis pas récemment sa qualification en Coupe d'Europe.
parce que derrière, bah, il y a eu les liens qui ont été coupés avec Redbird. Et Redbird s'intéresse plus au cas milanais et ils peuvent s'intéresser puisqu'il y a beaucoup de problèmes à Quel Milan bordel, putain. et que ça leur prend le plein temps. Donc, ouais, pour moi, cette équipe toulousaine, en tout cas ce club, on verra si ça va aller au bout de ce fonds émirien parce que moi, je m'attends pas non plus à. Tu parles de changer de dimension, je pense pas que ça changerait de dimension. Ça changerait de propriétaire et je pense que voilà, ça pourrait peut-être aller grappiller quelques places, mais je les vois pas vraiment arriver dans le top 5, top 6 assez facilement. Mais Toulouse a tout pour séduire un investisseur aujourd'hui parce que c'est bien géré. Il y a des choses intéressantes. C'est une ville où tu peux faire du business aussi. Donc je pense que oui, Toulouse sera facile à vendre. Maintenant, on verra qui prendra Toulouse. Et ce match, moi je trouve que Reims, ça va quand même mieux depuis quelques semaines. On pouvait pas aller pire, hein. Euh, ouais, voilà. Samba Diawara, il commence à mettre un petit peu, on va dire, le style maintien en place avec un jeu un peu plus restrictif, défensif, et qui tient bien, qui a bien marché contre Lens, avec un Diouf qui a un niveau qui était Ah oui. en forme Ah, numérique, c'est peut-être l'homme de et la qui a saison, peut-être livré hein. Ah, ça. ouais, qui a livré l'une des meilleures prestations de gardien cette saison. Mais ouais, moi je les vois bien aller faire un petit coup à Toulouse, aller arracher la victoire, avec peut-être un clean sheet en prime, voilà. Le Reims nouveau, en tout cas le Reims défensif, pour se maintenir. Le Reims qui va chercher des points et valider son maintien pour rester en Ligue 1, ça serait intéressant et on verra ce qui va se passer. On va passer au dernier match dimanche soir, prime time 20h45, le match le plus chaud du football français. L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique Lyonnais dans un derby qui sent la poudre. Lyon est 4ème, 51 points, seulement 2 petits points de Monaco. Dauphin, Saint-Etienne est dans la zone rouge, 24 points, 3 points de retard sur le Havre, 5 sur le stade de Reims. Saint-Etienne est en urgence absolue de points. Saint-Etienne n'a plus droit à l'erreur, a cramé tous ses jokers. Et Saint-Etienne va devoir affronter un Olympique Lyonnais qui est monté en puissance depuis plusieurs semaines, qui a sûrement livré la prestation la plus aboutie de sa saison contre la JOCR le dimanche dernier à la Baie des Champs, qui va jouer sa qualif dans un quart de finale retour à Old Trafford face à Manchester United. Et il y a de la place pour les Lyonnais pour passer, donc peut-être que ce match aussi pèsera un petit peu dans les jambes, on verra. Et on verra ce qui va se passer aussi jeudi en Europa League. C'est un match ultra important dans les deux sens. C'est un match où Saint-Etienne, la semaine dernière, a concédé quand même le match nul 3 partout. Saint-Etienne est à l'image de sa saison face à Brest la semaine dernière. C'est un Saint-Etienne qui est à réaction, qui a jamais mené au score, qui a toujours été mené, qui prend beaucoup trop de buts. Encore 3 buts d'encaissés la semaine passée. On est à 10 sur les 3 derniers matchs. C'est beaucoup trop pour les Stéphanois. Un Irving Cardona qui a d'ailleurs reconnu ses erreurs sur les buts encaissés stéphanois. Malgré tout, il a quand même livré une bonne prestation, notamment offensivement, et il fait du bien. Irving Cardona, on pouvait se poser la question. Mais voilà, Saint-Etienne, on se répète, défensivement, c'est trop faible. Et alors, je porte un sweat de l'Olympique Lyonnais parce que je l'ai eu quand j'ai joué contre eux. Un jour, je vous raconterai cette anecdote. Mais je reste neutre dans ce match-là. Moi, je serais concentré sur le choc de National 2 entre Stade Bayeux et Johan Bros, si vous voulez, ce week-end. Mais c'est un derby que j'attends plus que tout, parce que je pense que Geoffroy Guichard sera en ébullition, parce qu'il faudra un Geoffroy Guichard des grands soirs, et ça, je n'ai aucun doute sur le fait que Geoffroy Guichard sera présent dans ce match contre l'Olympique Lyonnais, dans ce derby qu'on attend toujours, qui peut toujours nous livrer des grandes surprises. Cependant, quand tu vois la forme des deux équipes et le niveau affiché par les deux équipes, j'ai du mal à croire que Lyon peut pas repartir avec les 3 points de Saint-Etienne. Ouais, parce que ce Saint-Etienne-là, il est effrayant de nullité, Défensive, hein. Ça fait peur, hein. d'une nullité abyssale. Hein. J'ai les mots qui sont très forts. Mais contre Brest, j'ai plus l'impression que Brest perd des points. Déjà, Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'ils encaissent au moins 3 buts à chaque match. Et tu peux pas perdurer avec une défense aussi poreuse, hein, qui est incapable, on va dire, d'être solide. Orneland va rester avec sa stratégie, son style de jeu, mais je pense que c'est pas adapté à une équipe du maintien. Alors est-ce que Saint-Etienne se sauvera par la voie des barrages? Ça peut, mais franchement, il va falloir vite se réveiller parce que défensivement, tu peux pas prendre autant de buts. Et contre Lyon, je pense qu'il y aura cet esprit un peu derby, mais quand tu vois le niveau de Lyon en ce moment, j'ai très peur que je pense que l'entame va être capitale. Si Saint-Etienne marque, on peut avoir un match vraiment équilibré. Par contre, si Lyon marque,
J'ai peur que Saint-Etienne puisse prendre une tôle. Et le problème, c'est que c'est quand la dernière fois que Saint-Etienne a mené au score, quoi. Bah, c'est contre le PSG en première mi-temps, tu me diras. Mais ils l'ont pas tenu, quoi. Ils ont Et explosé complet. derrière, ça a été cataclysmique. Et sur les 30 premières minutes d'un match cette saison, Saint-Etienne, ils ont pris 22 buts. C'est quand même affligeant, quand même. Enfin, je veux dire, à part Le Havre, personne ne fait pire, quoi. Tu prends 22 buts sur la première demi-heure cette saison de Ligue 1, quoi. Défensivement, c'est une catastrophe. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à les voir gagner, parce que... En fait, ça me plairait pour le suspense du championnat de voir Saint-Etienne accrocher quelque chose pour donner encore plus, mais là, tu sens que c'est un des derniers jokers pour Saint-Etienne, parce que derrière, quand tu vois le calendrier, c'est Strasbourg, c'est Monaco, Reims et Toulouse. Hein. Le calendrier, il est terrible pour Ah oui, Saint-Etienne. et en fait, paradoxalement, il y a tellement sur place que Oui, c'est vrai. chaque semaine, tu te dis, ah, c'est encore possible, il suffit de gagner ce match. Mais oui, quand tu vois les adversaires qui vont arriver, Saint-Etienne, déjà pour la défense, j'ai un peu peur parce que les attaques, Ouais. l'OL, on en a parlé avec un Cherki qui est on fire. Strasbourg, voilà, on a parlé de cette jeunesse montante. Monaco, c'est très solide. Bon, Reims, ça sera un match capital pour le maintien. Et après, tu auras Toulouse, on peut te dire, allez, peut-être que Toulouse sera en claquette. Mais là, franchement, tu as du mal à voir Saint-Etienne accrocher plus de 4-5 points sur ces 4 matchs. Et c'est ça qui est très, très, très inquiétant. Quand tu vois le bilan d'Orneland depuis qu'il est arrivé, Bah, ouais. c'est une victoire. Hein. C'est une victoire et un clean sheet. C'est deux victoires. Il y a celle contre Montpellier, Ouais. Et c'est le clean sheet. Montpellier et Reims. Voilà, c'est clean sheet. Et encore le clean sheet, il faut rappeler, hein, le match n'a pas été fini. Il Hein, y a 70 pas à minutes de l'abri match, quoi. d'un but de Montpellier. C'est ça. Voilà. Donc, bilan qui est quand même catastrophique, hein, Bon, du ils font même 4 niveau que clean sheets cette les saison. Lyon. Saint-Etienne. Hein. Et un soir en Hollande. Donc bon. Et l'Arsenal qui est souvent exposé, qui peut faire pas mal d'arrêts, mais c'est pas suffisant. Et bah, en plus, il fait une boulette ce week-end sur une sortie aérienne, mais bon, le pauvre Larsonneur, j'ai pas envie de l'accabler parce que je trouve que sa saison est franchement honorable quand tu vois à quel point il est lâché complètement par sa défense. Un autre homme que j'ai envie de mettre en exergue côté Saint-Etienne, c'est Lucas Tassin, 9 buts, une passe D. En 2025, décisif tous les 117 minutes. Je trouve que le secteur offensif, quand même, sous Orneland, s'est bonifié à Saint-Etienne, mais c'est tellement plombé par un secteur défensif calamiteux que ça suffit pas. Donc voilà, je sais pas ce tu vois Lyon, toi plus Saint-Etienne, match nul. Ouais, je vois Lyon. Je vois Bon, on est Lyon, deux. malheureusement, je trouve que Saint-Étienne a trop de lacunes pour pouvoir résister, il y a trop de problèmes. Et j'ai même l'impression que limite, ils s'attendent à la relégation, qu'ils meurent pour, on va dire, poser encore plus les bases de leur projet. Parce que là, franchement, il y a aussi, on parlait de mercato d'hiver, Saint-Etienne, mercato d'hiver, Ouais, plombé aussi. et Hein. voilà, par le retour de Cardona, et encore, c'est pas une idée du siècle, hein, voilà. Ah, je suis pas sûr que ce soit leur Il est idée, hein, plutôt. parce que bon, Cardona, il est déjà l'année dernière, Voilà. quoi. Donc, Voilà, donc voilà, t'as pas renforcé ce groupe. En tout cas, la hauteur pour on va dire, passer devant. Et encore, quand tu vois les adversaires d'en face, tu te dis que, on va dire, une ou deux recrues, ça aurait pu peut-être te permettre de te sauver. Euh, Là, franchement, c'est très compliqué de voir Saint-Etienne. Au-delà, on va dire, au maximum, ils seront 16e. Mais voilà, ça pourra pas aller chercher un maintien direct. ouais, je suis assez d'accord. Je pense que Omaxa sera à la place de Barragis pour Saint-Etienne sur la fin de saison. Supporter Stéphane, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti comme vous le faites chaque semaine. On vous souhaite quand même du bonheur sur cette fin de saison et on tirera alors du bilan de fin de saison comme on a fait l'an passé, la première année qu'il meurt et on en parlera un peu plus longuement. À noter côté Lyon, pour donner une petite info, c'est que Ernest Nouama sera opéré, a été opéré du coup ce mardi. Pas une bonne nouvelle pour Textor. Pas pour Voilà, l'OL, mais pour Textor. voilà Et c'est le jeu des ça, cartes va être compliqué. exactement. Donc voilà, et après bah, pour Lyon, on verra jeudi aussi la qualif en Europa League si ça se fait à Old Trafford et dans quel état arriveront les Lyonnais à Saint-Etienne physiquement, parce que mettons s'il y a je sais pas, une prolongation à jouer à Old Trafford, ça pourrait jouer aussi un petit peu dans les pattes. Voilà, c'est ça. Donc on verra. Et bah voilà, ça conclut la vidéo, tranquillou. Cette 30e journée qui est très alléchante, qui a un beau programme sur le papier, un beau classement, du suspense. Et nous, on va vous souhaiter un très bon week-end. Vous pouvez liker cette vidéo, nous rejoindre sur Instagram, TikTok, où il y a des choses différentes qui sortent, avec des petits TikTok qui sortent de temps en temps. Voilà, on a fait un sur Gourcuff, on a fait un sur Juninho, on en a fait un sur Joe Dalomou, c'est du rugby. Il y a des vidéos rugby qui vont sortir également dans la fin de semaine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify pour nous écouter et pas nous voir, c'est quand même vachement mieux. Et moi, je vous souhaite à tous un très très bon week-end de football. Ciao tout le monde.